Invité à ce séminaire, j'ai accepté avec joie, mais vous m'avez confié une tâche redoutable, celle de faire un rapport de synthèse, alors que les interventions ont été multiples, très riches, et rien n'est plus délicat que de faire un rapport de synthèse compte tenu de la richesse des débats. Donc c'est un peu un cadeau empoisonné que vous m'avez fait, Monsieur le Président, d'avoir à faire ce rapport de synthèse. Alors ce rapport de synthèse porte sur un sujet qui est d'une importance considérable. La question de la réglementation du blanchiment d'argent, c'est l'émergence d'un nouveau monde auquel les barreaux doivent être partie prenante. Et j'en veux pour preuve. Les travaux ont commencé hier par la séance protocolaire. Et dans la séance protocolaire, qui était présent? Eh bien, les plus hautes autorités de l'État, de la justice, pour tout ce qui concerne la question du blanchiment d'argent. C'est-à-dire que la question de la lutte contre le blanchiment d'argent est assurément devenu un enjeu essentiel pour la profession d'avocat. Ce sujet crucial a donné lieu à des interventions très diverses, très riches. Je vais les reprendre synthétiquement et après je ferai une synthèse. Premièrement, j'ai été frappé de voir que dans les interventions, on a évoqué la plongée dans un nouvel univers, le dark web, le métavers, avec des concepts nouveaux comme les tokens. Et on a découvert qu'en réalité, à notre insu, alors que notre grille de lecture est une grille de lecture classique, c'est-à-dire que nous avons un territoire avec des frontières, on découvre aujourd'hui que notre territoire n'est pas celui que nous connaissons. Nous découvrons un territoire virtuel, un territoire international, avec des citoyens qui ne sont plus des citoyens. Et cela a été dit hier, ce sont des pseudo-citoyens. On a évoqué le concept de pseudimate, c'est-à-dire qu'on n'est plus anonyme, on est pseudo. Dans une structure sociale, on a des identités, on se connaît. Là, on rentre dans un monde, le monde des avatars. On a un masque avec des acteurs qui apparaissent sous des pseudos. Et c'est ce monde-là que l'on découvre aujourd'hui. Les citoyens de ce monde-là ne sont pas les citoyens que nous connaissons, nous. Et ces instruments nouveaux, les bitcoins, le token, la crypto-monnaie, dans ce monde d'avatar avec le métavers et le dark web, eh bien c'est un monde qui se crée, qui est sous nos pas, qui est devant nos yeux, et nous ne pouvons pas nous affranchir de cette réalité qui est chaque jour qui passe de plus en plus prenante. C'est pour ça que je remercie les intervenants qui ont évoqué ces questions, Mme Luana Roberto, M. Étienne Lesage, M. Belfassi, tous ces intervenants avec M. Oudbekir qui ont rappelé l'existence même d'une monnaie numérique, c'est-à-dire qui échappe à la souveraineté de l'État, qui nous échappe à nous. On constate qu'effectivement, nous avons à faire face à ce monde moderne. Nous, avocats, quelle est notre place? Et je retiens ce qui a été dit par M. El-Khouir, qui a rappelé que Cicéron aurait du mal à se retrouver dans ce monde moderne. Sauf que
Sauf que ce qu'a dit Cicéron reste toujours d'actualité. Cicéron a dit que si on ne combat pas le mal, on favorise le mal. Et par conséquent, il faut faire en sorte que ce monde virtuel ne soit pas un monde du mal, mais qu'il soit un monde de justice et un monde de droit. C'est un enjeu considérable. C'est la perception de cet enjeu qui a été soulignée par des intervenants pour rappeler la nécessaire protection de l'économie réelle, la nécessaire protection de la démocratie. On a cité dans les intervenants ont évoqué le rôle d'Al Capone. Al Capone avait son monde à lui, eh bien, il ruinait l'économie, il pouvait ruiner la démocratie. Il avait créé une sorte de mafia, et ces mafias érodent les économies par des économies nouvelles, des économies obscures, et remettent en cause la démocratie. On a souligné que la prise de conscience de cette évolution est intervenue à la fin des années 80 à propos du développement des mafias et des narcotrafiquants. En 1990, on a dit on va effectivement mettre fin à cette économie parallèle qui est en train de ronger l'économie réelle. Et on a rappelé l'histoire. On a rappelé l'histoire après 1990, où on évoquait seulement la disparition du secret bancaire pour pouvoir identifier les narcotrafiquants. Après 1990, il y a eu 2001, le 11 septembre 2001, avec le terrorisme. Et on s'est aperçu que entre 1990 et 2001, le monde changeait précisément par le développement de ce monde virtuel. Et c'est ainsi que le GAFI, qui a été créé en 1990, a développé ces fameuses 40 recommandations. Et ce rappel qui a été fait de façon très complète, en évoquant notamment les zones de risque, le monde virtuel, le sport, toutes les parties de la société qui se trouvent concernées par cette évolution. Ce point a donné lieu à un rappel. La réglementation internationale qui est intervenue en 1990, mais surtout qui a donné lieu à 40 recommandations du GAFI en 1999, puis en 2002, 2003, et 40 recommandations qui se sont accrues, elles ont mis en place des principes. Deux principes qui ont été soulignés par M. Azaz. D'une part, l'instauration d'un contrôle. C'est logique, contrôle de la police, c'est l'État qui se défend. Mais un deuxième principe, la coopération de l'ensemble des acteurs de la vie économique dans la lutte contre le blanchiment. Devoir de coopération des entreprises, des banques et devoir de coopération des avocats. Cette évolution historique implique les avocats et elle va les impliquer d'autant plus, et on ne l'a peut-être pas souvent souligné, on l'a évoqué ce matin, les avocats peuvent être parmi les professions les plus concernées par le blanchiment d'argent. Et il faut le dire, les Panama Papers sont là pour rappeler que les avocats peuvent être instrumentalisés par la criminalité en raison précisément de leur secret professionnel. Ce sont des avocats qui organisent des schémas de trust, des empilements de sociétés dont l'objet est de blanchir.
Ce sont les avocats qui organisent ces empilements de sociétés pour organiser des fraudes fiscales. On a par conséquent une responsabilité considérable dans l'ingénierie de blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est une technique complexe. Les avocats sont sans doute ceux qui sont les plus exposés par leur technicité, leur capacité juridique, mais en même temps par leurs règles professionnelles. Et les orateurs qui sont intervenus hier ont dit, mais en définitive, cette évolution qui implique les avocats crée un malaise. Elle crée un malaise parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le blanchiment. On ne sait pas trop ce qu'est le terrorisme. Ça a été souligné tout à l'heure. Et par conséquent, on travaille avec des notions qui sont des notions très délicates et qui mettent les avocats dans une situation de mal à l'aise. Il a fallu, hier soir, un rappel de cette réglementation, l'évolution de cette réglementation, pour constater que chaque jour qui passe, les obligations mises à la charge des avocats sont de plus en plus importantes. Et le dernier exemple, c'est au niveau de l'Union européenne, un projet de directive qui impose une obligation de vigilance à tous les acteurs économiques, non seulement dans la question du blanchiment d'argent, mais dans le respect des droits fondamentaux et dans l'environnement. Tous les acteurs doivent faire montre d'une obligation de vigilance. Et parmi les acteurs les plus concernés, ce sont naturellement les avocats. On a évoqué dans les interventions de ce matin l'émergence des autorités de supervision. En Europe, on est en train de construire une agence de supervision des professions financières et non financières. C'est-à-dire que l'Union européenne va se doter d'un organe de contrôle qui permettra d'assurer la police financière. Et donc de venir dans les cabinets d'avocats. C'est-à-dire que nous basculons ici dans un système où la profession n'est plus maître d'elle-même. Alors, je voudrais ici faire la synthèse de la problématique au vu de l'expérience que j'ai pu acquérir en prenant en compte ce qui s'est dit ce matin. On fait une confusion, et ça s'est vu dans les débats, on fait une confusion entre le délit de blanchiment et l'obligation de lutte contre le blanchiment. Ce sont deux choses complètement différentes. Exemple. Un avocat est consulté pour faire une opération financière douteuse. L'avocat, qui est avocat, fera attention pour ne pas organiser un crime. Il est bien évident que si l'avocat n'a pas le réflexe d'être prudent, et si l'avocat réalise une opération qui est un crime, l'avocat devient un criminel. Et l'avocat ne peut pas se prévaloir de son secret professionnel pour prétendre à une impunité. D'une autre façon, l'obligation de révélation de soupçons à la charge de l'avocat ne va pas conduire l'avocat qui envisage de faire une opération suspecte, ne va pas conduire l'avocat à se dénoncer lui-même. Ça n'a aucun sens. Par conséquent, ce dont nous parlons, ce n'est pas de la réalisation d'un délit de blanchiment auquel l'avocat serait confronté, car l'avocat, dans ce cas, est un délinquant. Il n'a plus sa robe pour le protéger. Ce que nous évoquons, c'est la place de l'avocat dans une opération suspecte qui lui apparaît néanmoins légitime. Car si l'avocat fait cette opération, il peut avoir une suspicion. Alors là, on rentre dans une situation de fait relativement complexe.
Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'ai un client qui est une fondation qui possède des immeubles et qui décide de vendre ses immeubles. On fait une promesse de vente. La société civile qui achète paye avec des fonds sur un trust à Jersey. Cet acquéreur n'est pas mon client. Mon client, c'est celui qui vend de façon tout à fait légitime. L'acte de vente que je fais est tout à fait légitime. En revanche, le paiement auquel je suis témoin peut être illégitime, il est suspect. La question est, est-ce que ce paiement entre dans le secret professionnel ou n'est pas soumis au secret professionnel? Et là, il faut revenir sur la notion de secret professionnel. Le secret professionnel, c'est la confidence que l'on reçoit de son client. Et ce secret professionnel reste effectivement sacré, avec cette particularité. On dit que le secret professionnel est un secret absolu. En réalité, il n'a rien d'absolu. Parce que s'il était absolu, on ne pourrait jamais plaider. Car, en fait, le secret professionnel, c'est un secret dont l'avocat a la seule maîtrise dans la mission qui lui est confiée. L'avocat choisit des informations pour pouvoir conseiller son client ou pour pouvoir conseiller le juge. L'avocat fait le tri dans les informations reçues du client pour placer les informations soumises à la confidentialité, pour les placer dans l'ordre de bataille de la mission qui est la sienne, celle de conseiller son client ou de consulter ou de conseiller le juge. Et donc, quand on dit que le secret professionnel est absolu, ça n'est pas exact. Le secret professionnel n'est pas absolu. En revanche, la maîtrise du secret professionnel appartient exclusivement à l'avocat. Pour un exemple, l'avocat qui a reçu des informations pour pouvoir défendre une cause, lorsqu'il livre ces informations au cours d'un dîner ou d'une réception, il le fait en dehors de la défense de la cause et il viole le secret professionnel. Donc le secret professionnel est quelque chose est une notion très complexe qui, à la base, repose sur la confiance que le client est présumé apporter, que l'avocat suscite à l'égard du client. Et donc, cette confiance, elle doit être absolue. C'est cette confiance, ce lien de confiance qu'il faut protéger. Le problème auquel on est confronté dans le cadre de la réglementation sur le blanchiment tient au fait que la notion de secret professionnel que nous connaissons, elle n'est pas nécessairement partagée par d'autres systèmes juridiques. Elle n'est pas partagée par le système de common law. Dans le système de common law, le secret professionnel n'existe pas en tant que tel. On parle de confidentialité. On parle de privilège. Avec un juge, c'est le juge qui est le juge du privilège. Et tout simplement parce que dans le système de common law, on est dans un système très différent. On ne parle pas d'un secret, mais d'une confidentialité. Confidentialité, c'est-à-dire d'un secret convenu. Tandis que dans le système civiliste, le secret, c'est une valeur fondamentale. Ce sont deux choses complètement différentes. Et dans la confidentialité protégée par la common law, elle est protégée par un juge. Mais il faut savoir que le juge de common law, c'est un ancien avocat. C'est-à-dire qu'il y a dans les institutions de common law une homogénéité du système judiciaire. Avocats et juges sont des professionnels d'un même corps et c'est la différence considérable par rapport au système civiliste, au système de tradition juridique commune civiliste. Et donc, on est très inquiet de voir l'évolution de la réglementation internationale née depuis 1990 avec l'absence de perception de nos valeurs. Car on se trouve avec une culture
anglo-saxonne dominante. Et la réglementation dont nous parlons, elle est bien venue des États-Unis. Ça a été dit, c'est venu par Al Capone, mais ça s'est considérablement développé. Et donc, on se retrouve ici dans un choc de culture. Un choc de culture qui est très important, et on n'arrive pas à faire valoir notre spécificité culturelle au niveau international. Tout simplement parce que les financiers sont des banquiers, tout le monde est un banquier, tout le monde est, tous ceux les fonctionnaires vont même dire, je l'ai vu à la Commission européenne, on a dit, mais vous, avocats, vous avez un secret professionnel, c'est un avantage concurrentiel par rapport aux banques. C'est-à-dire qu'on est mal perçu, on n'a pas, en tant qu'avocat traditionnel, civiliste, on n'a pas l'image qui devrait être la nôtre vis-à-vis de nos interlocuteurs. Il faut par conséquent qu'on s'unisse. Cette unité des barreaux civilistes s'impose. Je vous donne un exemple. J'apprends fortuitement que la CEDEAO, c'est 12 pays dont 8 sont francophones de tradition civiliste. La CEDEAO organise, avec l'équivalent du GAFI en Afrique occidentale, le GIABA, elle organise un grand colloque sur l'application des recommandations du GAFI aux professions judiciaires. Et je découvre le programme. Sont intervenants un professeur de droit américain, un solliciteur anglais et un avocat israélien. Lorsque j'ai connaissance de ce programme, j'appelle en disant « Attendez, vous vous moquez du monde parce que vous faites intervenir la culture anglo-saxonne sur des institutions civilistes. Et donc, vous brouillez toutes les cartes. » On m'a demandé alors d'intervenir à Dakar. Je suis intervenu. Et après 3 jours de débat, le GIABA, c'est l'équivalent du GAFI, a reconnu qu'effectivement, il y avait des erreurs d'analyse. Et il a demandé à la Conférence internationale des barreaux, dont je suis le secrétaire général, d'aider les barreaux à s'adapter, à adapter les recommandations en préservant les qualités fondamentales de la profession d'avocat. Et donc, nous sommes à côté des barreaux, puisque la CIB, c'est la Conférence des barreaux francophones de tradition juridique commune. On est à côté des barreaux pour mettre en place une réglementation qui permette de préserver l'indépendance et le secret professionnel. Cet enjeu suppose un élément qui n'a pas été suffisamment développé dans les propos qui se sont tenus. L'importance du barreau. Le barreau est le centre de la régulation de la profession d'avocat. Si le barreau n'assume pas cette autorégulation, la nature ayant horreur du vide, c'est la police financière qui assurera la régulation de la profession d'avocat. Il est donc par conséquent essentiel que les barreaux que les ordres professionnels soient des acteurs de la lutte contre le blanchiment en préservant les valeurs cardinales de la profession que sont l'indépendance des avocats et le secret professionnel. Ça suppose des tas de modifications. Ça suppose, par exemple, qu'il puisse y avoir des échanges entre le bâtonnier et l'avocat. Qu'il puisse y avoir, notamment, la possibilité pour le barreau, enfin pour l'ordre, de vérifier que l'avocat assume bien des obligations de vigilance. Tout à l'heure, on a évoqué la réglementation du GAFI qui impose la constitution de dossiers dans la création du lien contractuel avec le client. On doit avoir un dossier constitué avec l'origine du client, ça a été longuement développé, la formule avec des acronymes britanniques, des acronymes américains, la connaissance du client. Nous devons identifier le client.
Tout à l'heure, Ismaël a évoqué le fait qu'il ne demandait pas la carte d'identité. J'ai eu à connaître comme bâtonnier une affaire assez drôle. Une femme qui a appris qu'elle avait été divorcée à son insu parce que, au cours du rendez-vous pour le divorce par consentement mutuel, c'est la maîtresse qui est venue signer pour le compte de la femme. Et la femme était divorcée à son insu. Tout simplement parce que l'avocat n'avait pas vérifié son identité. La vérification de l'identité du client est quelque chose de primordial. Et donc, quand on nous demande, pour des raisons de police, d'identifier le client, l'origine des fonds, cette réglementation en soi, elle n'est pas scélérate. C'est au contraire une participation de l'avocat à la construction de l'état de droit. Et l'avocat, il a cette mission de contribuer à l'état de droit. Et donc, l'avocat va constituer le dossier. Mais ce dossier, qui contient toutes les informations sur le client, il a soumis au secret. Parce que ce dossier est constitué dans le cadre de cette confiance due par le client à l'avocat. Et donc, il est exclu d'imaginer que la police financière puisse accéder à ce dossier. Alors, qu'est-ce qui vient ? Quelle est la solution ? La solution, elle a été rappelée tout à l'heure, c'est le rôle de filtre du bâtonnier. Le bâtonnier est là pour veiller à l'autorégulation de la profession d'avocat et en même temps à être l'interlocuteur des autorités de police. Pourquoi ? Ça évite à la police de faire des visites, des perquisitions dans les cabinets d'avocats. On a cité des réglementations, des législations, et il y en a de très nombreuses en Afrique, où les polices financières peuvent aller dans les cabinets d'avocats. C'est dramatique. À partir du moment où il n'y a pas de rempart, à partir de ce moment, la police financière peut aller dans les cabinets d'avocats, c'est la ruine de la liberté et de l'intimité de nos clients. Les droits fondamentaux sont atteints. Mais ils sont atteints pour les autorités politiques, ils sont atteints de façon légitime. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis des citoyens, la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, c'est une lutte légitime. Et par conséquent, on a tendance, si on ne réagit pas, à faire en sorte que la profession d'avocat disparaisse au nom de la légitimité de la lutte qui est menée par l'État. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la difficulté pour l'avocat d'avoir une place. Il y a des crimes qui sont insupportables. Un pédophile est au tribunal. L'avocat va défendre le pédophile. Dans le peuple, on va dire, c'est scandaleux. L'avocat du pédophile doit être lui-même pédophile. On ne comprend pas le rôle de l'avocat. Il faut faire très attention. L'avocat défend la personne humaine en toutes circonstances. Et là, dans la lutte contre le blanchiment, les États ont une étape d'avance. Parce que la question de besoin de sécurité, il est majeur. Et au nom de la sécurité, on peut réduire les libertés. Et souvent, au nom de la sécurité, on abat les libertés. Or, les avocats sont là pour la préserver. Alors, quel a été quel est le chemin à prendre ? Le chemin à prendre, il est donc de constater que le monde a changé. Les avocats ne peuvent plus être seuls. Les avocats sont dans une relation de contrôle par le bâtonnier dans le cadre de ces obligations qui deviennent des obligations de déontologie. L'obligation de vigilance est une obligation déontologique. Et lorsqu'il y a un doute, l'avocat interpelle son bâtonnier. Pourquoi le bâtonnier est-il le filtre ? Bien parce que l'avocat peut prendre peur et se dire, mais attends, moi j'ai un doute, j'ai fait l'opération, après coup j'ai un doute, et donc je vais déclarer le soupçon
en violant le secret professionnel, mais il cherche à se sauver lui-même. Et à ce moment-là, on arriverait à des comportements extrêmement nuisibles pour la profession. Alors, je voudrais, excuse-moi, mais je voudrais bien insister sur le fait que il faut organiser, il faut qu'il y ait, on a reconnu en France le fait que le secret professionnel n'est pas opposable au bâtonnier, que le bâtonnier et son avocat et l'avocat avaient la possibilité d'échanger, et le bâtonnier est juge de la déclaration de soupçon. Je voudrais dire un dernier mot, mais qui a beaucoup d'importance, c'est un sujet immense, qui n'a pas été traité, c'est que l'avocat fait aussi des règlements pécuniaires. Les règlements pécuniaires, vous savez que les banques dénoncent les clients, les actes de mutation d'immeubles ou de fonds de commerce donnent lieu à des paiements, les banques peuvent dénoncer les clients et les autorités financières peuvent ensuite aller dans les cabinets d'avocats. La question est comment protéger ces règlements pécuniaires et comment assurer l'obligation de vigilance. Et ça, c'est le rôle des caisses de règlement pécuniaire. Il faut que les caisses de règlement pécuniaire puissent disposer de toute l'infrastructure pour pouvoir identifier les opérations dangereuses. Et d'une façon plus globale, les avocats sont malheureusement dans une situation de vulnérabilité parce que dans l'obligation de vigilance qui est mise à leur charge, ils ne disposent pas des moyens pour pouvoir identifier de façon claire le bénéficiaire final des fonds ou même le client. L'intérêt des CARPA, c'est que les CARPA peuvent rassembler tous les fichiers de toutes les opérations suspectes avec tous les noms, fichiers qui appartiennent à des banques, peuvent identifier toutes les personnes qui font l'objet de boycotts, d'embargos, et les CARPA sont à côté des avocats, aux côtés des bâtonniers, pour pouvoir remplir pleinement l'obligation de vigilance des avocats. Une conclusion. La conclusion est la suivante, et je répondrai ici à une très brillante intervention, une question très courte. Qu'est-ce que font les barreaux? Est-ce qu'ils ne doivent pas être ensemble, unis sur cette question? Eh bien, il faut que les barreaux, qui possèdent la même tradition juridique commune, c'est-à-dire qui possèdent la même vulnérabilité par rapport aux barreaux anglo-saxons, il faut que tous les barreaux de culture juridique commune s'organisent, lèvent les bras, travaillent ensemble pour mettre en place des dispositifs dans les règlements intérieurs, dans l'affirmation de l'autorégulation de la profession d'avocat, dans l'organisation du secret professionnel et dans l'organisation des CARPA. Voilà, Monsieur le Président, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais il m'apparaissait utile de rappeler ces éléments.